Yo les refs, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, je suis content de vous retrouver aujourd'hui au programme nouvelle vidéo et on va parler des huitièmes de finale à quelques heures du coup d'envoi de la première rencontre entre les Pays-Bas et les États-Unis. Petite vidéo où je vais vous donner mon avis et mes différents pronostics pour les 8 rencontres, on va parler de tout ça. Avant qu'on commence, comme d'habitude les refs, n'hésitez pas, si vous appréciez le travail et les vidéos, à poser un petit like, à les partager au maximum et surtout à vous abonner à la chaîne, c'est le plus important. Et maintenant on est parti, on va commencer par parler du premier match, le match Pays-Bas-États-Unis. Alors cette rencontre entre les Pays-Bas et les États-Unis, pour moi je pense que ça va être une des plus serrées parce que je suis un peu déçu par les Pays-Bas pour être tout à fait honnête. Quand j'avais fait ma vidéo prédiction de cette Coupe du Monde, j'avais mis les Pays-Bas, je voyais les Pays-Bas aller jusqu'en demi-finale. Maintenant, dans le jeu, c'est clairement pas ça. Ils n'ont pas donné des garanties de fou, hein, pour être honnête. Je m'attendais vraiment à quelque chose de beaucoup mieux et beaucoup plus cohérent dans le jeu. Là, depuis le début de la Coupe du Monde, franchement, c'est un peu ronronnant. Ça joue sur un faux rythme. Alors, il se repose sur une grosse assise défensive, hein, là, il n'y a pas de souci. Mais devant et au milieu, je trouve que ça manque de cohérence, ça manque de liant. À part Cody Gakpo, qui lui est en très grande forme et qui, pour être honnête, cache un peu la misère du reste de l'équipe. Il y a personne qui se démarque, enfin voilà, je trouve que ça manque de liant, il n'y a pas assez de vitesse, il n'y a pas assez de rythme, d'intensité. Leur premier match contre le Sénégal, il a fallu attendre 2 erreurs d'Edouard Mendy pour qu'ils mettent 2 buts. Le deuxième match contre l'Équateur, ils auraient très bien pu le perdre parce que sincèrement, j'avais trouvé l'Équateur bien meilleur dans tous les compartiments du jeu. Ils ont eu de la chance de faire match nul. Et le troisième match, les Pays-Bas, ils n'ont pas eu à forcer leur niveau, hein, face à une très 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 faible équipe du Qatar. Donc voilà, ils sont sortis premiers de leur groupe. Maintenant, je m'attendais à mieux. Donc voilà, c'est pour ça que je pense que les États-Unis ont de quoi leur tenir tête, sincèrement. Alors les États-Unis qui se sont qualifiés pareil, hein, sans briller plus que ça, un simple match nul lors de la première rencontre contre le Pays de Galles, un deuxième match nul contre l'Angleterre après, où dans le contenu ça avait pas été si ridicule pour les Américains, hein, ils avaient tenu le tête haute aux Anglais, et enfin ils avaient terminé par une victoire 1-0 face à l'Iran sur la plus petite démarche grâce à un but de Pulisic qui s'était blessé sur l'action. Finalement il est apte à jouer cette rencontre de huitième de finale. Donc voilà, pour moi, ça va être un match-up serré. Ces deux équipes qui, en termes de jeu, proposent pas énormément de choses. Alors, après, il y a bien plus de qualité côté Pays-Bas, hein. Si on fait le tour de l'effectif, les Pays-Bas, ils ont clairement de quoi battre les États-Unis, pour être honnête. Mais comme j'ai dit, depuis ce que je vois, après ce que j'ai vu depuis le début de cette compétition, je pense que ça va être serré. Je m'attends pas à énormément de buts sur cette rencontre, pour être honnête. Les Pays-Bas, ils ont une très grosse défense. Les États-Unis, ça défend bien aussi. Donc voilà, je pense que ça va être un score serré. Si je devais donner un prono, je dirais 1-0 ou 2-1 pour les Pays-Bas. Voilà, je vois pas énormément de spectacle dans cette rencontre-là. Maintenant qu'on a parlé de ce premier match, on va parler de la deuxième rencontre qui oppose l'Argentine à l'Australie. Alors, ce Argentine-Australie, sur le papier, c'est clairement une des rencontres les plus déséquilibrées, hein, pour être tout à fait honnête. L'Argentine, emmenée par Léo Messi, qui a une armada offensive qui est quand même 100 fois supérieure à l'Australie, même, pour être tout à fait honnête. Après, voilà, il faut reconnaître que l'Australie s'est sortie d'un groupe où je les voyais vraiment pas faire quelque chose, hein, pour être honnête. Je les avais mis derniers de ce groupe, ils étaient avec l'équipe de France. Et encore plus, après la lourde défaite 4-1 au premier match face à l'équipe de France, pour moi, il n'y avait pas un monde dans lequel ils pouvaient revenir et se qualifier. Et en fin de compte, ils ont battu la Tunisie et surtout ils ont battu le Danemark lors de la dernière rencontre pour arracher leur qualification en huitième de finale. Je me demande si c'est pas une première, même d'ailleurs, hein, pour l'Australie d'atteindre ce niveau de la compétition. Donc voilà, il faudra se méfier d'eux. Ça défend très bien. Contre le Danemark, on a bien vu le match que c'était, hein. On met tout le monde devant la cage, on essaye de sortir en contre-attaque quand on peut. Et le fait est de reconnaître que ça a payé, hein, vu ils ont gagné 1-0 en ayant très très peu de possession de balle sur ce match. Donc voilà. Maintenant, face à l'Argentine, pardon, je pense que ça va quand même être un tout autre niveau, hein. L'Argentine est bien supérieure à ce que l'Australie a pu voir jusqu'à présent. Bon, pas l'équipe de France, mais le Danemark et la Tunisie. L'Argentine qui sort d'une belle rencontre face à la Pologne, pardon. Voilà, une belle victoire de 0 face à la Pologne. L'Argentine s'est montée crescendo. Ils ont très très mal débuté, sincèrement, par un match horrible contre l'Arabie Saoudite où ils méritaient vraiment de perdre cette rencontre. Ensuite, ils ont
battu de très peu le Mexique sans faire une prestation ultra convaincante, hein. C'était quand même pas incroyable. Là, le dernier match contre la Pologne, j'ai trouvé ça quand même bien plus cohérent, que ce soit dans le jeu, dans le rythme mis, dans les intentions. Voilà, c'était quand même d'un tout autre niveau. Il faut quand même noter les changements faits par Scaloni, parce que moi je milite depuis le début de cette compétition pour voir Enzo Fernandez titulaire, parce que je pense que c'est vraiment un super joueur. Le fait est de constater que maintenant qu'il est dans le 11 de départ, bah, ça joue quand même bien mieux au ballon, hein. L'Argentine, c'est plus cohérent, il y a plus de liant entre le milieu et l'attaque. Défensivement, ils ont resserré un peu, voilà, ils se sont remis un peu en ordre de marche, j'ai envie de dire, en tant qu'équipe. Donc voilà, ils arrivent en confiance pour ce huitième de finale. Là, pour le coup, contrairement à la première rencontre dont on a parlé juste avant, je pense pas vraiment que ça va être serré. Je vois bien l'Argentine s'imposer assez facilement. Allez, 3-0 ou 3-1, je dirais, avec un Lionel Messi en grande forme, qui doit se faire pardonner de son penalty manqué face à la Pologne. Penalty manqué qui n'a pas eu de conséquences, hein, étant donné que l'Argentine s'est qualifiée en fin de compte. Donc voilà, une Argentine tranquille. Je pense que ça va le faire. Pas trop de résistance à prévoir, même si ça peut mettre un peu de temps à se décanter, hein. Si l'Australie reste à 10 devant son but, voilà, l'Argentine peut mettre un peu de temps à trouver la faille, mais je pense qu'en fin de compte ils sont quand même bien supérieurs, et le niveau individuel des joueurs fera la différence. C'est pour ça que je vois une victoire de l'Argentine. Maintenant qu'on a parlé de ces deux matchs-là, on va passer à la troisième rencontre entre l'Angleterre et le Sénégal. Alors, une rencontre entre l'Angleterre et le Sénégal qui, selon moi, peut amener un très beau match, hein. L'Angleterre qui a fini première de son groupe devant les États-Unis, pardon, et le Sénégal qui a fini deuxième de son groupe derrière les Pays-Bas. Voilà. Le Sénégal a réussi à arracher sa qualification au mérite, hein, face à l'Équateur, après un très beau match où je pense enfin un très beau match, non j'abuse, une très belle performance des Sénégalais. C'était pas un match de fou à regarder, mais voilà, ils méritent largement leur qualification, et pour être tout à fait honnête, je pense qu'ils peuvent poser des problèmes aux Anglais. C'est vraiment dommage que Sadio Mané soit pas apte à jouer ce match-là, à jouer tout court d'ailleurs, parce que je pense que si on rajoute un Sadio Mané en pleine forme dans cette équipe du Sénégal, ils auraient pu faire très mal aux Anglais. Là, d'un point de vue purement effectif, je pense que l'Angleterre est quand même légèrement au-dessus du Sénégal. Individuellement, pour moi, ils ont des individualités qui sont un peu plus capables de faire la différence. On a vu au dernier match que Rashford, qui avait été titulaire pour la première fois, a fait un très grand match avec un doublé. Il avait fait des différences, il avait provoqué balle au pied, il a amené de la rapidité devant dans les échanges. Voilà, tout ce qu'on lui demande. Foden, pareil, qui était titulaire pour la première fois en Coupe du Monde, a fait un très bon match aussi. La seule surprise, j'ai envie de dire, hein, de cette équipe anglaise jusqu'à présent, c'est le fait qu'Harry Kane n'ait toujours pas marqué. Alors il a déjà fait 3 ou 4 passes décisives, je crois, mais voilà, il n'a pas encore marqué son but. Je pense qu'il va se réveiller à partir des phases finales et que ça va commencer à devenir très sérieux. Et si Harry Kane se réveille, et que l'Angleterre arrive à garder ce niveau de solidité derrière et de cohérence dans le jeu, je pense que ça peut faire très mal, sincèrement. Alors, au dernier match, même s'ils avaient assez largement battu une très faible équipe du Pays de Galles, j'avais pas vraiment aimé la composition de Gareth Southgate, hein, pour être honnête. Le replacement de Bellingham en 10, je suis pas vraiment d'accord. Je pense que moi, le poste où il est le meilleur, c'est à côté de Declan Rice, pardon, une espèce de numéro 6-8 qui récupère des ballons et qui se projette. Là, en numéro 10, je l'ai trouvé un peu absent, un peu effacé du jeu anglais. Donc voilà, on va voir ce que Gareth Southgate va faire. Est-ce qu'il va repartir sur un schéma plus classique comme il l'a fait lors des 2 premiers matchs, ou est-ce qu'il va garder cette composition d'équipe avec Jordan Henderson à côté de Declan Rice et Jude Bellingham en 10? On va voir. Je pense dans tous les cas que ça peut être un match, déjà ça va être un des plus beaux huitièmes de finale, je pense, sur le papier. Ces deux équipes qui sont quand même assez plaisantes à voir jouer. Donc voilà, je pense qu'on peut avoir droit à un beau match. Je vais quand même mettre l'Angleterre vainqueur. Je pense qu'ils sont légèrement au-dessus et que sur la durée, voilà, ça peut. Il faut aussi noter l'aspect physique, hein. Je pense que les Anglais sont plus frais parce qu'ils ont eu beaucoup moins à faire et à dépenser en énergie que les Sénégalais pour se qualifier. Ils étaient dans un groupe déjà bien plus simple. Donc voilà, je pense que les Anglais vont passer. Je vois bien un match serré, sincèrement. Si ça fait match nul et puis que l'Angleterre gagne en prolongation, pour moi, ce sera pas étonnant. Voilà, allez, je vais mouiller. Je pense que ça va être une très courte victoire de l'Angleterre. Pareil, 1-0 ou 2-1. Je vois bien les Sénégalais résister le plus longtemps possible et marquer un but aux Anglais.
Et à la fin, je pense que voilà, l'expérience et le niveau collectif global des Anglais fera la différence. Allez, c'était tout pour cette troisième rencontre. Maintenant, on va passer à la quatrième et on va parler de l'équipe de France qui rencontrera la Pologne. Alors, en termes d'effectifs, pour moi, bah, des match-ups les plus déséquilibrés, hein, sincèrement. Même s'il y a de bons joueurs côté polonais, j'ai du mal à voir un monde dans lequel la Pologne élimine l'équipe de France. Alors, je me répète encore une fois, j'avais dit la même chose quand la France était tombée en huitième de finale de l'Euro face à la Suisse. Là, c'est différent. Sincèrement, cette équipe de Pologne, elle a rien montré. Elle s'est qualifiée grâce à un meilleur classement au fair play parce qu'ils avaient moins de cartons jaunes que les Mexicains. Donc voilà, c'est déjà pour moi, c'est déjà miraculeux avec ce qu'ils ont montré, qu'ils soient arrivés en huitième de finale. Je les vois vraiment pas aller plus loin. Je pense que si l'équipe de France est concentrée et appliquée, pour moi, c'est terminé bonsoir. Hein. Sincèrement, je pense vraiment que l'équipe de France peut mettre un score à la Pologne si ça termine en 3-0 ou en 4-1 comme il y a eu le premier match face à l'Australie. Pour moi, ce sera pas surprenant. Même si la Pologne peut compter sur un Chesney en très grande forme, hein, son gardien qui a encore stoppé un penalty face à l'Argentine. Voilà, pour moi, collectivement, la Pologne, ça n'a pas montré assez dans le jeu, c'est très faible. C'est un peu à l'image de l'Australie, hein, on met un peu tout le monde derrière et on sort en contre-attaque quand on peut. Lewandowski, il a très peu de bons ballons à jouer, donc voilà. Et puis même, collectivement, en termes d'individualité, sincèrement, il n'y a pas photo entre les deux effectifs, donc voilà, pour moi... Je vois vraiment pas, la Pologne mettre en danger l'équipe de France. Si l'équipe de France se rend la tâche facile en marquant rapidement, je pense qu'ils vont dérouler. Sincèrement. Alors après, il faudra faire attention à ne pas. Enfin, voilà, il faudra quand même être dans un tout autre rythme, une toute autre énergie que la purge que la France nous a proposée face à la Tunisie. Mais s'ils attaquent le match contre la Pologne comme ils l'ont fait face au Danemark, pour moi, il n'y aura pas photo. La France va rouler sur la Pologne. Et sincèrement, je vais être ambitieux et je vais mettre, 3-0 pour l'équipe de France. Je vois bien un doublé de Kylian Mbappé et un but d'Olivier Giroud. Voilà, on a parlé des quatre premières rencontres. On va continuer de parler de ces huitièmes de finale. Et je vous rappelle les refs comme d'habitude. Si jamais vous aimez les vidéos, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Et on enchaîne tout de suite. On va parler de la rencontre entre le Maroc et l'Espagne. Alors, cette rencontre entre le Maroc et l'Espagne, je pense que ça peut être en termes de jeu et en termes de spectacle un des plus beaux huitièmes de finale. Alors, j'avais dit dans ma vidéo de présentation du groupe du Maroc que je les voyais se qualifier. Pour moi, ils ont une très bonne équipe. En termes d'effectifs, c'est très cohérent. Il y a du niveau sur toutes les lignes, hein, que ce soit la défense, le milieu ou l'attaque. Ils ont commencé de façon assez timide face à la Croatie et ils sont montés en régime après. Preuve en est leur très belle victoire, hein, lors du dernier match face au Canada et même la victoire contre la Belgique où je les avais trouvés convaincants et j'avais trouvé qu'ils méritaient leur qualification. Donc voilà, des Marocains qui arrivent en pleine confiance, sûrs de leur forme, face à des Espagnols où c'est plutôt un peu l'inverse, hein, parce que après la première victoire 7-0 contre le Costa Rica, tout le monde a dit ouais, l'Espagne machin favori et tout. Bon, mollo, ça reste le Costa Rica, même si le Costa Rica aurait pu à un moment donné se qualifier, parce que c'était quand même un groupe de fous, il faut le rappeler. Voilà, l'Espagne, ils ont quand même bien diminué en intensité et en rythme, hein. Ils ont terminé deuxième de leur groupe derrière le Japon. D'ailleurs, on va parler du Japon juste après, mais voilà, c'était quand même un très très beau groupe. J'avais dit, moi, lors de cette vidéo de présentation, que je croyais pas du tout en l'Espagne. Alors, je me suis trompé, évidemment, parce que j'avais mis l'Allemagne, qui finissait premier de ce groupe-là. Voilà. Je crois toujours pas en l'Espagne, c'est pas parce qu'ils en ont mis 7 au Costa Rica que je vais me dire qu'ils sont favoris. Non, je trouve que offensivement, il manque des choses, voilà. Torres, Morata, Olmo, Ansu Fati, c'est pas assez. Pour moi, c'est pas au niveau des grandes attaques, de l'attaque de l'équipe de France, de l'Argentine ou du Brésil. Pour moi, il manque des choses. Alors, on sait comment ça va jouer, hein. L'Espagne va avoir, je pense, le contrôle du ballon et va enchaîner les passes comme ils le font depuis le début de la compétition. Maintenant, face à une équipe comme le Maroc qui en contre-attaque est quand même bien plus dangereuse que ce que l'Espagne a pu voir en poule, je pense qu'ils vont avoir plus de mal et je sais pas si c'est une demi-surprise, mais sincèrement, je vois le Maroc se qualifier. Vraiment, je suis j'ai été très très emballé par ce qu'ils ont proposé. J'aime beaucoup ce que Regragui, l'entraîneur, il met en place depuis qu'il a remplacé Halilhodžić.
Voilà, dans le jeu, pour moi, c'est cohérent, ça joue bien au ballon. Ils ont des mecs au milieu qui savent, qui gagnent des duels, qui savent récupérer des ballons, qui savent lancer des actions. Je pense à Amrabat, le milieu de la Fiorentina, qui pour moi est un des meilleurs Marocains depuis le début de cette Coupe du Monde. Ziyech est en train de monter en régime, il a fait un très bon match contre le Canada. Donc voilà, pour moi, cette équipe marocaine a clairement des arguments à faire valoir et je les vois vraiment se qualifier face à l'Espagne. Je pense que ça va être... voilà, l'Espagne, moi je les attendais pas, je croyais pas en eux et j'ai pas changé d'avis depuis. Donc voilà, je vais mettre une victoire du Maroc. Alors, ça sera pas facile. Je pense que ça peut être un match serré et je vais dire victoire du Maroc 1-0. Maintenant qu'on a parlé de ce Maroc-Espagne, on va enchaîner avec la rencontre entre le Japon et la Croatie. Alors, ce Japon-Croatie, alors déjà pour moi il y a une surprise quand même. Je voyais vraiment pas le Japon se qualifier. Ils ont fini premier de leur groupe devant l'Espagne et le Costa Rica et l'Allemagne. Donc déjà félicitations à cette équipe japonaise. Alors ce groupe-là, sincèrement, c'était un peu n'importe quoi. Quand le Japon a battu l'Allemagne au premier match, on s'est dit ouais, ils peuvent faire quelque chose. Derrière, changement d'ambiance complet, ils perdent 1-0 contre le Costa Rica dans un match où ils ont surdominé au Costa Rica. Je sais même pas s'ils avaient 3 frappes cadrées. Donc voilà. Et le Japon qui se réveille lors du dernier match pour battre l'Espagne 2-1 dans un match pareil où l'Espagne est 70% de possession, ou peut-être même plus 80% de possession de balle. Enfin voilà. Cette équipe japonaise, elle sait défendre, elle sait très bien défendre, elle sait très bien sortir en contre-attaque. C'est pour ça qu'elle peut poser des problèmes à beaucoup d'équipes. Alors, est-ce que ça va être suffisant pour battre une équipe croate qui a de l'expérience, qui s'est qualifiée en finissant première de leur groupe? Eux, c'est pareil. Moi, je les voyais pas aller jusqu'en huitième. J'attendais quand même un peu plus la Belgique. Donc voilà. Est-ce que ça va suffire? Là, pour le coup, je pense que je vais privilégier l'expérience. Et même si le Japon a montré de très très bonnes choses en phase de groupe, je pense qu'à l'expérience, la Croatie peut se qualifier. Ils sont plus solides que ce que j'attendais. Honnêtement, mea culpa, je les attendais vraiment pas aussi solides, notamment défensivement. Alors, offensivement, je trouve ça quand même un peu short en termes de puissance de feu devant. Hein. Je pense que Livaja et Kramaric, c'est bien, mais c'est quand même, pour moi, c'est un peu trop léger pour t'emmener loin dans une Coupe du Monde. Là, ils sont qualifiés pour les huitièmes. Et je pense que dans un match comme ça, où je pense pas que la Croatie ça soit vraiment l'adversaire idéal pour le Japon, parce que la Croatie c'est pas une équipe qui comme l'Espagne va avoir 70% de possession de balle dans un match et puis va laisser les Japonais sortir en contre. Je pense que ça dérange pas les Croates d'avoir le ballon, mais ça les dérange pas non plus d'attaquer en contre-attaque avec des transitions rapides. Donc voilà. Pour moi, la Croatie c'est pas le meilleur match-up pour le Japon et pareil, en termes d'effectifs, ça reste quand même un petit peu supérieur, je pense, même s'il y a des très très bons joueurs dans ce collectif japonais. Donc voilà, je pense que la Croatie va se qualifier à l'expérience. Là, pour le coup, pour sortir un score, sincèrement, je suis pas vraiment de... Allez, je vais dire 2-1 pour la Croatie. Je vois bien les Japonais mettre un but et puis la Croatie faire la différence en fin de match. Donc voilà. C'est clairement pas le pronostic que je suis le plus à l'aise à donner. Hein. C'est un de ceux où j'ai le plus de mal à me décider. Mais voilà, je pense que la Croatie va se qualifier à l'expérience. Maintenant qu'on a parlé du Japon et de la Croatie, on va enchaîner et on va parler du grand favori de cette Coupe du Monde 2022, le Brésil, qui va rencontrer une énorme surprise en huitième de finale. Il s'agit de la Corée du Sud. Alors, ce Brésil-Corée du Sud, sur le papier, c'est clairement le match le plus déséquilibré de ces huitièmes de finale. Hein. Il y a pas photo, absolument personne. Et moi, le premier, attendais la Corée du Sud en huitième de finale. C'est pareil, ils se sont sortis d'un groupe complètement fou où on a un temps cru que le Ghana avait une chance de se qualifier jusqu'à la 88e minute du dernier match. C'était l'Uruguay qui était deuxième devant la Corée du Sud et finalement la Corée du Sud qui, grâce à une très très belle victoire face au Portugal et une différence de but meilleure en termes de buts marqués sur l'Uruguay, a réussi à choper le deuxième ticket dans ce groupe-là pour se qualifier pour les huitièmes de finale. Là maintenant, ça va quand même être complètement autre chose. Hein. Il tombe sur un Brésil qui est, malgré la défaite hier face au Cameroun, qui est quand même plus que favori pour aller loin et peut-être même au bout de cette Coupe du Monde. Alors, même s'ils ont perdu hier face au Cameroun, j'ai regardé la première mi-temps de ce match-là et j'ai trouvé le Brésil dans le jeu, dans les idées de jeu, dans l'intention, avec une équipe
bis. Alors il faut vraiment mettre des guillemets là-dessus parce que l'équipe bis du Brésil, ça pourrait être l'équipe titulaire de n'importe quelle nation, à part peut-être la France et l'Argentine. Hein, parce que leur équipe bis, c'était quand même Martinelli, Anthony, Gabriel Jesus, Fabinho, Fred. Enfin voilà, que des mecs qui sont titulaires dans des grands clubs de première ligue. Derrière, pareil, hein, la défense, la charnière centrale bis du Brésil, c'est Militao et Bremer. Ça c'est pareil, c'est titulaire dans beaucoup d'autres nations. Donc voilà, j'ai trouvé le Brésil cohérent dans ses envies de jeu hier. Maintenant, je pense que la plus grosse interrogation, ça va être de savoir si Neymar va être de retour pour ce huitième de finale. Honnêtement, je pense que oui. Pour moi, même si sa cheville est qu'à moitié remise, je vois pas un monde dans lequel il joue pas ce huitième de finale. Alors, les Brésiliens pourraient très bien dire on le préserve parce qu'on est quasiment sûr de se qualifier en quart de finale et on le fait revenir à 100% en quart de finale. Je pense pas que ce serait le meilleur move à faire, sincèrement. Cette équipe de Corée du Sud, elle est très surprenante et je pense qu'elle peut embêter le Brésil, notamment sur des phases de transition rapide. Pour moi, le point faible de cette équipe brésilienne, le seul point faible, c'est les latéraux, comme je l'ai déjà dit. Et je pense que c'est sur les côtés que la Corée du Sud a un coup à jouer parce qu'ils ont de très bons joueurs de côté, notamment les latéraux. Ils ont des latéraux très rapides et offensivement qui apportent beaucoup, qui centrent très bien. Ils ont un latéral gauche, sincèrement, je sais pas d'où il sort le mec là, mais quand je l'ai vu jouer le premier match, là, je me suis dit c'est quoi ce zinzin, il est vraiment trop fort. Donc voilà. Je pense que la Corée du Sud, pardon, peut poser quelques légers soucis au Brésil. Maintenant, je pense que voilà, c'est tellement déséquilibré en termes d'effectifs et en termes de force collective que c'est un peu comme l'équipe de France. Je vois pas un monde dans lequel le Brésil ne se qualifie pas. Est-ce qu'ils vont mettre un score à la Corée du Sud? Honnêtement, je suis pas sûr. Même si la Corée du Sud, ils ont pris des buts, je trouve que c'est pas mauvais défensivement. Voilà, il y a des trous à certains moments, mais je trouve que c'est pas mauvais non plus. Donc voilà, je vois pas le Brésil gagner 4 ou 5-0. Mais je pense qu'ils vont quand même se qualifier. Si je devais donner un score, je dirais que ça finirait probablement en 2-0 ou 3-1 pour le Brésil. Voilà, j'attends vraiment de voir si Neymar va jouer ce match-là. Honnêtement, je pense que oui. De toute façon, je pense que s'il joue, c'est quand même qu'il est un minimum apte à disputer cette rencontre. Donc voilà, je pense que le Brésil va se qualifier sans trop de difficultés non plus. Pour moi, ils sont trop au-dessus pour se faire piéger par cette Corée du Sud là. Et maintenant qu'on a parlé du Brésil, on va parler de, allez, je vais pas dire mon favori, mais pour moi, je pense que c'est une équipe qui peut aller loin. Personnellement, quand j'avais fait ma vidéo, je les avais mis vainqueurs de cette Coupe du Monde, parce que je trouve que c'est une équipe très talentueuse. Je parle du Portugal qui sera opposé pour son huitième de finale à la Suisse. Alors, ce Portugal-Suisse, ça peut aussi être une très belle affiche. Hein. Sincèrement, pour moi, le Portugal a clairement, que ce soit collectivement ou individuellement, de quoi aller au bout de cette Coupe du Monde et de quoi la remporter même. Maintenant, il faudra quand même se méfier de cette équipe suisse qui s'est sortie deuxième derrière le Brésil d'un groupe où je les voyais pas sortir. Honnêtement, je pensais que la Serbie avait de quoi arracher cette deuxième place. Force est de constater que la Suisse a quand même fait une bien meilleure phase de groupe. Offensivement, ils ont quand même mis pas mal de buts. Défensivement, alors même s'ils en ont encaissé, je trouve que c'est pas ridicule. Voilà, je trouve que c'est quand même costaud. Derrière, ils ont des joueurs capables de fermer la boutique. Et collectivement, voilà, sur la lancée d'un Euro 2021 réussi où ils ont éliminé l'équipe de France, je trouve que cette équipe suisse, elle a de quoi poser problème à pas mal d'équipes, emmenée par un Granit Xhaka, capitaine de la Nati en très grande forme, à l'image de son début de saison avec Arsenal, hein, où il a fait vraiment de super matchs. Là, c'est pareil, je trouve qu'il a été très bon sur cette phase de groupe. Il a encore été élu homme du match hier. Pareil, Brelem Bolo devant, qui je trouve s'est un peu retrouvé hier. Il a fait un super match. Autant je l'avais pas trouvé ultra convaincant sur les deux premières rencontres, autant hier j'ai trouvé vraiment très bon. Et sur les côtés, pareil, ils ont des joueurs capables d'amener du danger. Donc voilà, j'aime beaucoup cette équipe suisse. Maintenant, je pense que c'est quand même inférieur à l'équipe du Portugal. Le Portugal qui a vraiment du talent, mais de fou sur toutes les lignes, hein, que ce soit derrière la charnière Ruben Dias Pepe. Pepe, il a 40 ans, il est en train de faire un mondial de zinzin. Il est vraiment toujours aussi fort. Cristiano Ronaldo, j'ai envie de dire, c'est un peu la seule interrogation du Portugal dans le sens où je l'ai pas trouvé flamboyant sur cette phase de groupe. Il n'a pas réalisé des matchs de fou. Maintenant, on sait qu'un Cristiano Ronaldo, ça peut surgir à n'importe quel moment pour marquer. Surtout maintenant qu'il joue vraiment uniquement que en pointe. Il est en train de se transformer, j'ai envie de dire, plus
plus sa carrière avance, plus il est en train de se transformer en Inzaghi ou en Shevchenko, vraiment un mec qui est toujours là au bon moment pour pousser la balle au fond, capable de faire des différences, qui a toujours un très très bon jeu de tête, donc capable de marquer sur corner et sur des centres. Et voilà. J'attends de voir à quel niveau il va évoluer. Pardon, je l'ai pas trouvé ultra flamboyant, mais tout ce qu'il y a autour de lui, sincèrement, c'est très très bon. Que ce soit Bruno Fernandes qui a fait un troisième match de fou, il a mis un doublé, il aurait pu mettre un quadruplé si ça avait pas été pour un poteau et puis une très très belle parade du gardien en fin de match. Bernardo Silva, je le présente même plus. Pour moi, c'est un des meilleurs milieux du monde, sincèrement, dans tout ce qu'il apporte. Je trouve ce joueur incroyable. Ce qu'il y a autour de lui au milieu, que ce soit Ruben Neves ou même Joao Félix un peu devant, c'est pareil, c'est très costaud, c'est très sérieux. Le seul point noir pour le Portugal, c'est la blessure de Nuno Mendes. Alors, je n'ai pas vu exactement jusqu'à quand il serait blessé. Tout ce que je sais, c'est que son mondial est fini. Est-ce qu'il va manquer la reprise du championnat et la Ligue des Champions avec Paris? Ça, honnêtement, je sais pas, mais voilà. C'est dommage parce que je trouvais que la paire de latéraux, Nuno Mendes, Joao Cancelo, pour moi, c'est la meilleure paire de latéraux de tout le mondial. Après, voilà, il est remplacé par Rafael Guerreiro, c'est très sérieux aussi, qui a un très bon pied gauche, qui peut apporter sur les coups de pied arrêtés et sur les centres. Donc voilà, ils perdent pas tant que ça au change et ils perdent un peu en vitesse, mais voilà, ça reste quand même très sérieux. Pour moi, je vais pas changer d'avis maintenant, même si j'ai bien aimé ce que la Suisse a montré en phase de groupe. Je vois pas le Portugal s'arrêter en huitième de finale. Sincèrement, pour moi, ils sont trop talentueux. Ils sont trop talentueux et trop forts collectivement pour ne pas battre la Suisse. Maintenant, je pense que ça va quand même être un match serré. Je vois pas un match avec beaucoup de buts parce que pareil, je trouve que la défense portugaise, même si, alors, ils ont perdu contre la Corée du Sud, certes, mais c'est une équipe qui était très très fortement remaniée, donc je me base pas forcément sur ce match-là pour me faire mon avis. Voilà, je pense que la défense portugaise c'est très solide, un peu plus que la défense suisse, et offensivement, voilà, la puissance de feu, elle est même pas à comparer quand on voit qu'un Rafael Leao qui est dans une forme resplendissante avec le Milan AC démarre sur le banc parce qu'il y a tellement de talent à mettre devant lui. Voilà, ça donne clairement une idée de la qualité de cet effectif portugais. Donc voilà, je pense que le Portugal va se qualifier. Pareil, un match assez serré. Je dirais 2-0 avec un but de Ronaldo et un but de Bruno Fernandes qui sur sa lancée du dernier match va continuer comme ça. Voilà, c'était tout pour mes avis pour les huitièmes de finale. Les refs, n'hésitez pas à me donner les vôtres dans les commentaires, à me dire ce que vous pensez des différents matchs, qui vous voyez avancer dans cette compétition. Comme d'habitude, si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager et surtout à vous abonner. Et en attendant qu'on se retrouve pour les débriefs de ces huitièmes de finale, je vous dis prenez soin de vous et à la prochaine les refs.